Bonjour à tous et merci de nous retrouver dans ce nouvel entretien. On a décidé de vous parler de l'école, même si les vacances viennent de débuter. Bah oui, on va quand même parler un peu de l'école. On va revenir sur les dossiers scolaires de la rentrée, les effectifs, les moyens, la réforme des collèges aussi. Mais on va en parler du point de vue des parents, puisque mon invité s'appelle Maurice Suriret. Il est le président de la FCPE 44. Bonjour. Bonjour. Alors la FCPE, je reprécise, c'est l'une des deux grandes fédérations de parents d'élèves. Elle est majoritaire en France. L'autre fédération, c'est la PEP, de nom FCPE, PEP, que les parents ont un peu l'habitude d'entendre au moment de la rentrée scolaire parce que c'est le moment des élections des représentants de parents. Alors, pourquoi on devient président d'une fédération de parents d'élèves, Maurice Suriret ? Alors, on devient président parce qu'on a des convictions et puis qu'on souhaite, alors 2 points, défendre véritablement la réussite de tous les élèves. Et puis, on est très attaché à la FCPE, à la défense de l'enseignement public et laïque. Mais quand même, de là à dire j'ai des convictions, je suis attaché à l'enseignement public, mais je vais être président de la FCPE 44, il faut quand même avoir envie de militer, de s'investir, parce que ça sert à ça, une fédération de parents. Alors, quand même. tout à fait. C'est du lobbying. Tout à fait. Enfin, c'est de la représentation, c'est des contacts étroits avec les services de l'éducation nationale, des contacts étroits aussi avec les grosses municipalités et avec le conseil départemental et le conseil régional qui ont chacun des compétences pour les lycées, pour les collèges ou pour les écoles en ce qui concerne les mairies. Donc vous aviez envie de ça ? J'avais envie on va dire que d'assumer ses responsabilités. Et vous avez été élu, bien sûr. J'avais un peu de temps à ce moment-là. Voilà, et il faut bien dire que ça prend pas mal de temps d'être président de la FCPE. Alors la concurrence est rude. J'ai cité volontairement dans mon introduction la PEP. Il y a plusieurs fédérations de parents qui existent depuis longtemps, qui sont présentes sur le terrain. Donc vous êtes concurrents. D'abord FCPE, PEP, il y a une concurrence entre vous ? Il y a une concurrence parce qu'on a des positions un petit peu différentes, mais la FCPE est beaucoup plus représentative et beaucoup plus implantée que la PEP. La véritable concurrence, si on peut parler de concurrence, ce serait plutôt avec les groupements de parents indépendants. Il y en a de plus en plus, en fait. Il y en a de plus en plus, notamment dans le primaire, et qui sont très attachés à leur classe, à leur école, voire ont un intérêt pour leur enfant, mais n'ont pas cette dimension qu'a une fédération, qui est une dimension alors départementale pour la fédération départementale, mais aussi nationale. Donc c'est une vision d'intérêt général qu'une fédération a. En tout cas, c'est ce qu'elle affiche. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas centré sur notre enfant et la classe de notre enfant, mais on essaye de voir, pour ce qui nous concerne, en tout cas en Loire-Atlantique, les problèmes globaux du 44, la répartition des effectifs, des moyens sur l'ensemble du département, de manière à ce qu'il y ait des équilibres et qu'on ne se contente pas de voir uniquement les problèmes du secteur rural ou les problèmes du centre-ville, qui sont très différents. Mais en même temps, on pourrait vous dire, oui, mais il y a une forme de logique à ce qu'au conseil d'école d'une école X ou Y, des parents qui ne sont pas forcément reliés à une fédération parce qu'ils n'ont pas envie d'adhérer, puissent s'investir parce qu'ils connaissent bien leur école aussi. Vous vous dites, le problème, c'est qu'au-delà de l'école, ils ne vont pas pouvoir peser bien lourd. Voilà, tout à fait. C'est ça, les grandes fédérations, on siège quand même dans l'ensemble des instances de l'éducation nationale et on est des interlocuteurs, on va dire, naturels des collectivités locales. Et puis on a cette vision d'ensemble que nous remonte l'ensemble de nos conseils locaux. Puisque la fédération existe parce qu'il y a des conseils locaux dans les écoles, les collèges, les lycées. Et alors, on va être honnête aussi, on va le dire d'emblée dans l'émission, que ce soit la FCPE ou les autres d'ailleurs fédérations ou même les associations indépendantes souffrent toutes d'un problème, c'est la participation aux élections dans les écoles qui s'affaiblit. Les parents de moins en moins vont voter, que ce soit en collège, en lycée ou en maternelle, votent de moins en moins pour désigner leurs représentants. En fait. Alors effectivement, les résultats par exemple des dernières élections montrent que la FCPE arrive en tête au plan national de ces élections, mais on n'en est pas plus content que ça, dans la mesure où il y a un taux d'abstention qui est absolument énorme, et qu'au bout du compte, on est représentatif alors sur certains secteurs parce qu'il y a un investissement et une véritable conviction du côté de la défense de l'école publique, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour que les parents participent à ces élections.
Ce qui ne veut pas dire qu'ils se désintéressent. Mais c'est ça, en fait. Au contraire, même, j'ai envie de dire que les parents sont plutôt, se posent des questions sur l'école. On les entend, nous, on s'en rend compte. Ils se posent beaucoup de questions et l'école est devenue quand même un lieu d'enjeu très important. Et on prête à l'école toutes les vertus, mais aussi tous les défauts, du monde. C'est-à-dire qu'on demande finalement à l'école de résoudre tous les problèmes. Tous les problèmes. Alors justement, cette rentrée, qu'est-ce qui vous remontait de la base? Alors on va rentrer après dans des dossiers très précis, mais ça grognait, ça râlait. Sur quoi ça râlait le plus au fond? Alors globalement, on ne peut pas dire que ça râlait sur la Loire-Atlantique. On est plutôt sur une rentrée qui a été, on va dire, beaucoup moins pire que certaines années. C'était une rentrée plutôt apaisée, même s'il reste des nœuds de blocage et des frictions sur certains dossiers. Mais on peut dire que, et on peut souligner de ce point de vue-là que le directeur des services académiques a pesé pour réunir, on va dire, les moyens nécessaires à ce que ça se passe sans trop de problèmes. Alors, pour vous, Maurice Suriret, pour la FCPE 44 en tout cas, et là même la FCPE dans son ensemble, il y a un problème, un point noir. Ce sont les lycées, et notamment les effectifs de plus en plus élevés dans les lycées, avec des conséquences un peu embêtantes, notamment dans les conditions d'enseignement pour les enfants, pour les élèves. Alors, la Loire-Atlantique est véritablement, au plan régional, le département qui est sous tension. Sous tension, alors, vous l'avez souligné, parce que la démographie n'a pas été suffisamment anticipée, en tout cas, et qu'il y a eu l'effet des bébés 2000, avec des nombres très, très importants d'élèves. On voit déjà des premiers chiffres un peu globaux et puis on verra d'autres chiffres qui montrent la progression. Voilà, là on est sur les établissements publics et privés, le nombre d'établissements en Loire-Atlantique. Et puis après, le public, le privé, et on verra, je crois tout à l'heure, voilà, le total sur l'ensemble de l'académie de Nantes, qui regroupe là toute la région. Ce problème d'effectifs, il est récurrent, vous l'avez dit, la Loire-Atlantique est un département avec une démographie très dynamique. Très dynamique. Alors, et puis, ça demeure un département très attractif. Voilà. Quand sur les 4 autres départements, on a une stagnation, voire une baisse des effectifs, la Loire-Atlantique continue d'attirer des familles, et avec les familles, des élèves. Mais trop d'élèves, ça veut dire aussi que les établissements sont peut-être pas assez nombreux ou qu'ils sont trop petits. On a l'exemple dans le centre-ville de Nantes de lycées qui sont vraiment très chargés, comme Clémenceau ou Jules Verne, par exemple. Mais là, on ne peut pas pousser les murs non plus. Tout à fait. Donc, ce que vous dites, c'est quoi? C'est qu'il faut construire des lycées? C'est que le lycée Mandela, qui est un joli, un bel investissement... Qui est récent, on le rappelle. Qui est récent. Le futur lycée de Carquefou, qui devrait ouvrir... à l'horizon de septembre 2007, en tout cas ce qui est annoncé. 2017. Voilà. Il y en a un sur Pontchâteau, normalement, qui doit être, si on s'éloigne un peu plus... Le lycée de Nord-sur-Erdre, qui devrait ouvrir 2019 ou 2020, vont finalement, quand ils vont ouvrir, simplement permettre de redéfinir des périmètres et d'absorber les effectifs actuels. Mais on craint beaucoup, notamment sur le sud de la métropole, des tensions très très fortes. Il y a eu un mouvement de mobilisation en juin sur les Bourdonnières notamment, parce que les Bourdonnières est un lycée qui est surchargé plus. Tout à fait, Mais le lycée de Bouaille, qui est un lycée aussi assez récent finalement, est arrivé à saturation. Et aux Bourdonnières, la mobilisation du mois de juin, c'était parents, enseignants, élèves, il y avait tout le monde. Il y avait tout le monde, c'était une mobilisation commune. On était véritablement sur un mouvement partagé, et je crois que ça a porté ses fruits. Alors, est-ce qu'il n'y a pas un problème aussi de répartition des élèves dans les lycées? Les élèves du centre-ville de Nantes, on le sait, attirent beaucoup. Lycées du centre-ville attirent beaucoup. Ce sont des lycées de qualité, a priori, qui proposent aussi des options que tous ne proposent pas, ce qui fait venir beaucoup d'élèves d'ailleurs dans le département à Nantes. Alors, est-ce que là, on n'a pas un petit problème aussi de répartition des effectifs sur l'ensemble des établissements? Alors, probablement que les lycées de centre-ville ont une certaine aura et attirent une population largement au-delà du centre-ville, mais sur l'ensemble des lycées de Loire-Atlantique, on regarde Blain,
qui n'est pas en centre-ville, qui est saturé depuis plusieurs années. On regarde Bouaille, qui est un peu plus éloigné aussi, qui est saturé. Et puis des lycées comme La Collinière sont aussi à effectif complet. C'est-à-dire que sur l'ensemble, et plus particulièrement sur le Sud-Loire, on est à saturation. Alors, construire des lycées, c'est la compétence de la région. Oui. On va regarder un chiffre, ça concerne le budget 2016, l'année qui est en train de se terminer. Il faut rappeler quand même que la région Pays de la Loire consacrait 14% de son budget à l'éducation. Alors, il n'y a pas que les lycées dedans, il y a l'enseignement supérieur aussi, mais les lycées représentent une grande part. Il se trouve qu'aujourd'hui, là, cette fin de semaine, en tout cas, les 21 octobre, débute une nouvelle session à l'hôtel de région pour travailler et définir le budget 2017. Et vous dites, on n'a pas assez de vues sur ce que compte faire la région en termes d'investissement pour les lycées. Tout à fait. C'est-à-dire que la région a engagé, et on peut reconnaître ce souci, a engagé un audit un peu avec une étude démographique et sur les évolutions à venir, de manière à adapter les moyens. Mais nous, en tant qu'FCPE, on considère que ça ne va pas assez vite. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui dans des situations de rupture dans les lycées, je l'ai dit avec insistance sur le Sud-Loire, et il faut prendre des décisions très rapidement. Très rapidement. Vous êtes consulté en tant que fédération de parents par les collectivités ? Alors, on est consulté par les collectivités. On a rencontré le vice-président chargé de l'éducation quand il a pris en main ce dossier, mais on trouve que ça ne va pas assez vite. Mais ça ira jamais assez vite pour vous, au fond. En même temps, un lycée, ça ne se construit pas en 6 mois non plus. Ou alors on met des Algeco, des préfabriqués, comme on disait dans le temps, et puis pour mettre une classe de 40 dedans, quoi. C'est ce qui s'est passé là cet été, puisque la région a honoré ses engagements, notamment sur les Bourdonnières et sur le lycée de Blain, de manière à ce que les conditions d'accueil soient réunies à minima. Mais on est sur du provisoire, et on sait, comme vous le soulignez, que construire un lycée, ça demande 3-4 ans, et on risque d'avoir un sacré temps de retard. Donc c'est maintenant qu'il faut décider des lycées dans 3-4 ans. Il faut relancer d'autres projets, quoi. C'est ça. Il faut décider des lycées maintenant sur 10 ans. De manière à ce que dans 5 ans, on ne soit pas encore à la traîne. Alors, autre question, puisqu'on parlait de la région, la région va récupérer la compétence des transports scolaires. Jusqu'à présent, c'était les départements qui s'en chargeaient. Donc, c'est dans le cadre de la loi NOTRe qui a réparti à nouveau les compétences entre les différentes collectivités territoriales. Septembre 2017, la région va récupérer les transports. Ça vous inquiète ? Alors, ça nous En tout cas, vous vous dites... Il faut quand même commencer à y travailler sérieusement. Ça nous inquiète parce qu'on n'a pas de signe du côté du Conseil régional qui nous dirait voilà notre politique, et on se met autour de la table pour en discuter. Donc ça, c'est un point. Le deuxième point, c'est qu'on a surtout aujourd'hui des pratiques au sein de notre région qui sont différentes entre la Vendée, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire. Enfin, les cinq départements ont chacun une politique des transports un peu différente, à la fois en termes d'organisation, et puis de tarifs, mais surtout de tarifs. Et nous, notre souhait, c'est évidemment que les tarifs n'impactent pas les familles, et notamment les familles les plus défavorisées. Mais d'uniformiser tout ça sur le territoire régional, pourquoi pas ? Ça peut être pas mal quand même. Uniformiser, ça nous soucie pas du tout. Ce qu'on ne voudrait pas, c'est que ce soit les familles qui fassent les frais de cette réorganisation, de nouvelles orientations. Nous, évidemment, on souhaite la gratuité pour toutes les familles. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Ça, c'est votre revendication FCPE. Tout à fait. Mais aujourd'hui, les familles payent le transport scolaire de leur progéniture. Et quelquefois, quand on arrive à des 200-250 € par an et qu'on a plusieurs enfants, ça représente un budget qui n'est pas négligeable. Et là, on parle plus du transport en milieu rural. Faut être, tout à fait. Voilà, il faut rappeler que dans les grandes villes, on paye des abonnements de transport en commun qui sont parfois bien plus onéreux aussi, voire que le transport scolaire en milieu rural. Mais qui permettent de se déplacer, par exemple, sur la métropole nantaise, sur l'ensemble du territoire. Alors, on a commencé par 2 points qui vous inquiètent, les transports, les effectifs, le problème dans les lycées. Mais la FCPE, étonnamment, sur la réforme des collèges, qui était un des grands dossiers de la rentrée, ne crie pas au loup, ne dit pas c'est une catastrophe. D'abord, dès le départ, sur le fond, sur la philosophie de cette réforme, la FCPE était d'accord. Vous dites juste, voilà, le calendrier n'était peut-être pas idéal, la méthodologie non plus, mais au fond,
vous êtes satisfait de cette réforme des collèges. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors nous, on est effectivement... Alors même si au sein de la fédération, il ne faut pas se cacher, hein, comme dans toute grande organisation, il y a débat, il y a, selon aussi les régions, des sensibilités un petit peu différentes, mais en tout cas sur la Loire-Atlantique et sur l'ensemble de la région, on a réaffirmé notre appui et notre satisfaction de voir cette réforme aboutir. Pourquoi on est satisfait ? Parce que, tout bêtement, les anciennes méthodes, on va dire, montrent que ça ne marche pas, qu'il y a de la... Qu'est-ce qui fait dire ça ? Il y a de la ségrégation, Parce qu'on vous dit, c'est quand même important ce que vous dites, les anciennes méthodes ne marchent pas. Ça veut dire que le collège, jusqu'à présent, selon vous, ne remplissait pas ses missions ? Non, pas totalement en tout cas. C'est-à-dire que ne permet pas à tous les élèves de réussir. Et on pense que pas seulement les aménagements, puisqu'il s'agit vraiment d'une réforme significative, ouvrent des perspectives. Alors, plusieurs points. Hein. Il y a, d'une part, est annoncée la volonté que tous réussissent, aussi bien, on va dire, les enfants qui ont des capacités que ceux qui en ont moins. Mais vous y croyez à ce genre d'annonce, vous ? Quand on dit ils vont tous réussir ? Non. Ils ne vont pas tous réussir de la même manière, mais en tout cas, on peut faire en sorte que l'ensemble puisse être accompagné vers la réussite, vers une formation et vers un emploi. Et de ce point de vue-là, il nous semble qu'il y a plusieurs points dans la réforme qui sont très intéressants. Il y a notamment des enseignements d'accompagnement individualisés et personnalisés qui permettent, pour une part, des enseignements de s'adapter aux situations de difficulté des élèves. Donc ça, c'est tout à fait important. Et puis, il y a des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent à des profs, à des équipes de profs de travailler ensemble sur des thématiques transversales et qui sont liées pas seulement à des disciplines, mais à des véritables enseignements sur des problématiques contemporaines. Mais il faut les moyens pour ça. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a les moyens nécessaires pour que ça fonctionne? Je pense notamment à l'accompagnement effectivement personnalisé ou même à l'interdisciplinarité. Il faut quand même des moyens pour ça. Il faut de la formation aussi des enseignants. Alors sur la Loire-Atlantique, on peut dire que les services de l'éducation nationale, bon, la FCPE n'a pas l'habitude forcément de brosser dans le sens du poil, mais sur la Loire-Atlantique, on peut constater que des moyens, sans doute pas totalement suffisants, mais des moyens ont été dégagés. À la fois pour la formation des professeurs et à la fois en termes de professeurs en face des élèves à la rentrée. Et on n'a pas noté, sauf sur des questions qui sont permanentes liées au type de professeurs dont on va en parler sur les remplacements, par exemple. On manque dans certaines matières, on manque de profs. Globalement, en tout cas, les moyens ont été donnés sur le collège, peut-être probablement même au détriment de dotations sur les lycées, où les effectifs sont très très chargés dans les classes, mais sur les collèges, on est plutôt, on va dire, dans des choses acceptables. Oui, ceci dit, vous le savez, on en a parlé quand on a préparé l'émission, et vous le savez forcément en tant que président de la FCPE, il y a quand même des collèges où dans certaines matières, on n'a pas pu acheter les nouveaux manuels dans toutes les matières, donc certaines matières vont faire... Bon, on est dans une année de transition avec cette réforme. Il y a certaines matières où on n'a pas de nouveaux bouquins cette année. Alors les profs ne disent pas c'est une catastrophe, ils disent on va s'adapter. Nous, on est aussi là-dessus, c'est-à-dire on sait bien qu'une réforme ne se met pas en place d'un claquement de doigts. Ça va demander un peu de temps et on va s'arranger, on va dire, des tensions, sauf si ça pose vraiment trop de problèmes. Mais la question des manuels, c'est une transition inévitable. Pas de quoi non plus crier à la catastrophe. Non. Vous disiez, par rapport au collège, l'enjeu, c'est évidemment l'enfant, c'est l'élève, l'enjeu, c'est qu'il réussisse. Et c'est qu'il ne décroche pas. Et on le sait, au collège, ça décroche. Beaucoup. Et si on arrive au collège avec quelques difficultés, c'est difficile de les remonter et de les combler au collège tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Et le décrochage, c'est quelque chose sur lequel la FCPE essaye d'être attentif. Ça fait des années qu'il y a des dispositifs qui sont mis en place, quand même. Est-ce que vous avez l'impression qu'on avance pour éviter le décrochage? Je crois que la réforme des collèges vise justement à prévenir ce décrochage. Je reviendrai un peu sur le décrochage, mais la réforme des collèges
permet de l'innovation pédagogique, permet on l'a déjà dit, de l'interdisciplinarité et est basé aussi sur une dynamique de pédagogie de projet sur certains aspects. Donc ça laisse un peu de latitude et des possibilités, des marges de manœuvre d'un collège à un autre en fonction du projet d'établissement. De ce point de vue-là, enfin, vous avez souligné la question du décrochage, nous c'est un thème qu'on souhaite mettre à notre réflexion au sein de la FCPE. Mais comme je vous le disais, c'est pas récent le décrochage malheureusement, et on en parle, et des dispositifs sont mis en place. Tout le monde veut lutter contre le décrochage scolaire. Le décrochage, on va dire qu'on s'y intéresse depuis une dizaine d'années. Ouais. Aujourd'hui, on arrive parce qu'il y a un plan de lutte contre le décrochage et puis un observatoire, on commence à observer ce phénomène. On arrive quand même à des effectifs très très importants sur l'ensemble du département, de dossiers vus, examinés par cette cellule. Et nous, on dit il faut qu'on y regarde d'un peu près sur... C'est-à-dire qu'il y a deux manières de voir le décrochage. Soit on dit le décrochage, c'est une faute, une responsabilité individuelle de l'élève parce qu'il ne suit pas, parce qu'il a des difficultés, etc. Bon, on le dit plus trop, ça, quand même. On le dit plus trop, mais il pourrait y avoir une tendance, on va dire, à porter la responsabilité sur la famille ou l'élève. Mais nous, à la FCPE, on dit qu'il faut observer globalement le phénomène du décrochage parce que c'est un phénomène assez complexe. Bon, la famille a une part dans cette affaire, mais l'élève aussi, mais l'éducation nationale en tant que pédagogie, en tant que méthode d'accompagnement des élèves, en tant que programme, en termes aussi de qualité d'ambiance dans les établissements. Qualité d'accueil. A une responsabilité. Bien sûr, mais qualité d'accueil aussi. Et là, quand on est 32 gamins par classe, c'est compliqué pour le professeur même de pouvoir même repérer et accompagner celui ou celle qui est en train de lâcher. Voilà. Il n'y avait pas plus tard que la semaine dernière une étude qui était présentée par des universitaires nantais sur la question du décrochage, qui montre que le climat d'un établissement, que les conditions d'accueil, que la bienveillance de l'équipe enseignante a un impact sur le décrochage des élèves. Et de ce point de vue-là, il y a vraiment un travail de réflexion à engager dans la communauté éducative, dans lequel les parents doivent prendre toute leur place. Et comme il nous reste 2 minutes d'émission, déjà, c'est une des questions que je voulais vous poser. Est-ce qu'aujourd'hui, les parents sont à leur juste place dans le système éducatif, dans l'éducation nationale, dans les écoles? Est-ce qu'ils ont assez de place? Est-ce qu'ils n'en ont pas trop, parfois? Alors moi, en tant que président d'une fédération de parents, je dirais certainement pas qu'on en a trop. Vous, fédération, mais les parents en général que vous représentez. Il y a probablement un juste milieu à trouver. Et justement, le fait d'être une fédération nous aide à nous décoller de la classe de notre enfant pour voir de manière globale l'ensemble du système scolaire. Vous savez très bien, il y a plein d'enseignants, quel que soit le niveau d'ailleurs, un maternel, collège et lycée, qui reprochent à pas mal de parents d'être dans une ingérence permanente, surtout sur la pédagogie, sur le fonctionnement de l'école, sur ce qu'on mange à la cantine, les horaires. C'est compliqué ça. Le parent veut quand même un peu contrôler l'école. Alors, il ne s'agit pas de dresser, en tout cas, ce n'est pas l'objet de la FCPE, de dresser le corps enseignant contre les fédérations. C'est très contre-productif. Il faut pouvoir reconnaître la place de chacun, mais en même temps reconnaître l'expertise à la fois des parents et à la fois des enseignants. C'est la dynamique de coéducation qu'il faut trouver, qu'il faut mettre en œuvre. En tout cas, la FCPE, là-dessus, est très, très partie prenante. Et ça marche, ça? Vous y arrivez, ça avance? Alors, ça dépend des écoles et ça dépend des équipes enseignantes, évidemment. C'est souvent une question de personne, en fait. Ça peut être une question de personne, mais je crois qu'il faut vraiment que les enseignants se convainquent
que les fédérations de parents d'élèves, et la FCPE en particulier, ne veulent pas la peau ni de l'école ni des enseignants. C'est pas ça l'objectif. On l'entend dans ce que vous dites. Hein. Vous soutenez même les grandes réformes comme la réforme du collège qui a fait trembler quand même tout le monde. Tout à fait. Vous, non. Et vous parlez de l'expertise des parents. C'est intéressant, on en parle rarement de cette manière-là, des parents à l'école. Parce que les parents sont les premiers éducateurs. Et puis, de temps en temps aussi, les parents peuvent avoir une expertise pédagogique. Alors je sais que ça peut faire frémir le corps enseignant, mais on peut se parler quand même, on peut échanger, on peut innover ensemble. En tout cas, c'est une des préoccupations de la FCPE. Eh bien, merci beaucoup, Maurice Suriret. Donc, je rappelle que vous êtes le président départemental de Loire-Atlantique de la FCPE, une des fédérations de parents d'élèves. Merci d'avoir accepté de nous rendre visite dans l'entretien. Au bout de quelques semaines de rentrée scolaire, on n'a pas parlé de ces dates de vacances de la Toussaint, mais on y est maintenant aux vacances. Donc, on va pas en faire un fromage. Merci à vous. Merci à vous. Prochain entretien, ce sera le 3 novembre et ce sera sans doute sur un tout autre sujet. Retrouvez-nous également sur télédente.com et puis suivez-nous sur nos réseaux sociaux. Merci à vous d'être fidèles. À bientôt.